Un principal thème dans ce débat du dimanche, la situation sociopolitique au Mali toujours très tendue, même s'il n'y a pas eu de rassemblement vendredi dernier à l'appel de l'imam Diko et du shérif de Nioro. La situation qui reste très tendue, la question du départ ou du maintien du Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga qui domine l'actualité au Mali. On parle même de motion de censure. Ce sera donc la principale articulation de ce débat du dimanche avec nos invités. Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Makan également directeur de publication de Nouvelle Libération, Ahmed Baba, directeur de publication de Nord-Sud Journal et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Avant de débattre cette question, on va parler d'une initiative citoyenne, mouvement malien tout court, qui était ce week-end à Badjangara pour prêcher la bonne parole. Un mouvement à l'initiative de l'opérateur économique Ibrahim Diawara qui réunit divers horizons, des Maliens de divers horizons, des journalistes, des hommes de culture, des fonctionnaires. Et Africable Télévision qui fait partie de ce mouvement, la personne de Ismaël Sidibé, le PDG, et d'autres personnes autour de ce plateau qui font également partie de Maliens tout court. Alexis Kalambri, vous étiez à Badjangara, Serge n'y était pas. Oui, c'est une initiative privée. Donc, Serge n'y était pas, toute initiative privée. Serge, il fuit le feu, c'est tout. Donc, oui, c'est à saluer parce que vous voyez, depuis la crise malienne, c'est la société civile désintéressée qui était assez absente. Et ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il y a eu des actions fortes à Badjangara, en ce sens que vous avez le chef des Maïga de Gao qui est venu. Vous avez des aminos locales qui sont déplacés ou qui ont envoyé des gens. Vous avez Dana Massago qui a envoyé des... Donc c'était vraiment quelque chose, à la limite, c'est comme il y avait une entente. Il y avait vraiment quelque chose qui était attendu et ça a été salué par tout le monde. Et le discours vraiment des populations, c'était « on veut la paix ». Oui, Baba, Ahmed, vous étiez également à Badjangara. Oui, effectivement. Moi, j'étais là depuis quand même 3 jours pour poursuivre cette activité-là. Et ce que j'ai pu en tout cas retenir de cet événement, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Mali, que des Maliens tout court, se mettent ensemble, mettent leurs moyens ensemble, des moyens complètement des Maliens qui ne viennent pas de l'étranger ou d'autres, pour aller vers d'autres Maliens et parler, prêcher la paix. Et donc, il y a des gens importants, Alexis vient de le dire. Donc, il y avait l'amène local de Kelansar qui est parti voir ses cousins Dogon. Et il y avait beaucoup des Arabes et des Touaregs aussi qui étaient à Bandiagara pour parler à Bandiagara et dire attention, nous, on a vécu cette histoire depuis 1964 et c'est des conflits cycliques avec des pics de tension de 64, 91, 2006, 2012. Et donc on a vécu cette histoire qui a déchiré le tissu social et on ne veut pas que ça arrive ici. Et donc ce qui fait mal aussi à tous les Maliens, mais particulièrement au nordiste, c'est ce conflit Dogon-Peul. C'est un conflit injuste. Qui n'est pas justifié. Et c'est des communautés qui ont vécu ensemble depuis des années et des années et ils ne comprennent pas aujourd'hui ce qui les arrive. Donc, et je voulais un peu préciser, en tout cas, tout ce qui ressort de différents discours, c'est qu'il s'agit plutôt des mouvements citoyens et donc et non pas une initiative privée. C'est clair que c'est des Maliens qui se sont mis ensemble et jusqu'à présent d'ailleurs le mouvement n'a pas une tête comme on peut le dire, donc c'est vrai que le cri de cœur est parti d'Ibrahim Diawara
de Ibi Group, qui est un Malien qui est né à Bandiagara et qui se reconnaissent dans ce pays-là et dans cette localité. Ok, d'accord. Donc c'est un mouvement d'ensemble et non pas une initiative privée. D'accord. Quand on connaît ce type d'initiative, l'engagement citoyen, par exemple les journalistes qui ont fait partie de la mission, on dit au-delà du verbe, au-delà des décryptages que nous faisons régulièrement, il fallait cet échange direct avec les protagonistes, les principaux concernés. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce type d'engagement? D'abord, je crois qu'il va falloir après que vous envoyez une facture à Ibi Group. Vous faites de la publicité pour Ibi Group. Mais là, c'est vous qui parlez de... Personne n'avait parlé de ce nom-là. Mais là, plus sérieusement, ce genre d'initiative, c'est à saluer véritablement. Parce que, comme certains l'ont dit autour de la table, c'est des initiatives d'un mouvement citoyen, c'est des initiatives privées et tout. C'est la société civile qu'on voit en action. Il n'y a pas d'intérêt particulier. Le seul intérêt, c'est que la paix réside ça ou là, ça et là, dans le pays. Mais moi, ce que je voudrais dire au-delà de ces réunions et tout, c'est que dans le fond, il faut d'abord, qu'il y ait un suivi véritable à ces genres de rencontres. Et puis deux, il faut que ce soit les véritables protagonistes qui soient là. Il faut que ce soit eux qui prennent langue. Parce que quand aujourd'hui vous réunissez les Peuls et les Dogons, excusez-moi, si vous n'avez pas quelqu'un comme Youssouf Toloba ou en tout cas c'est son état-major, c'est-à-dire ceux qui ont les armes, qui défient constamment les femmes. Hier encore, on avait vu ça. Je crois que ça met un peu en retard par rapport aux résultats. Donc il faut qu'il y ait un suivi et puis il faut donc impliquer les véritables acteurs, ceux qui se battent sur le terrain, ceux qui sèment la terreur sur le terrain. Ouais, c'était un début. Pour être un peu sérieux avec la pub, par exemple, il y a une chaîne comme Africable qui, dès le départ, s'est engagée. La preuve, Africable et d'autres chaînes de télé qui diffusent le sport, les sketchs qui appellent à la fraternité justement entre ces communautés. Donc, il y va de la responsabilité également sociétale des entreprises. Voilà, Serge, Daniel, vous n'étiez pas à Bandiagara. La prochaine fois, peut-être. C'était une initiative privée, je le répète, une initiative d'un homme privé qui associait des communautés. Il faut parler de lui, c'est privé, c'est son idée. Et je pense que c'est important. Moi, j'ai écouté quelques extraits sur Africable. Ce qui m'a frappé, j'ai vu quelqu'un, il est originaire de Gao, c'est un Malien, qui disait attention. Je ne sais pas s'il est de Caï. Il a dit attention. Né à Bandiagara, originaire de Nyoro. Il a dit attention, vous voyez moi, il y a eu une rébellion, on a tué mon père. On a tué j'ai oublié son nom, je ne sais plus qui c'était. On a tué mon père, mais j'ai pardonné. Ça m'a frappé chez lui. J'ai oublié le nom, j'ai eu tort d'oublier, mais je peux retrouver facilement. J'étais très touché par cela parce que c'était une manière de donner, pas une leçon, mais de montrer la voie à suivre. C'est-à-dire qu'il va avoir une réconciliation, il va avoir la justice, il va avoir la réconciliation, mais il faut pouvoir pardonner. Donc je trouve que c'était une très 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 bonne chose. Oui, ce que je voudrais ajouter, si vous permettez, il y a eu quand même des actions fortes. Oui, il y a eu ces témoignages de gens qui ont vécu les dissensions dans leur chair, qui sont parvenus à sublimer et à dire, ils ont fait pleurer les gens dans la salle par leur témoignage, mais au fini ils ont dit, nous avons pardonné. Mais il y a eu quand même, pour répondre un peu à Makan qui parlait de la présence des vrais acteurs, vous avez les forgerons. Chez nous, tout le monde connaît le rôle social des forgerons. Ils sont venus avec les forges et les soufflets et ils ont fait jurer tout le monde sur la forge. Quel que soit, pour moi, le degré ou le degré de représentativité des acteurs, je pense que c'est au moins un bon début. Ils peuvent ne pas être les décideurs dans les groupes, mais au moins on peut penser qu'on a maintenant dans les groupes des gens qui vont prêcher la paix. Je pense que c'est un bon début. Dernier mot là-dessus, il y a eu un appel dit de Bandiagara, Baba Ahmed. Oui, en fait, c'est un appel qui se résume tout simplement à plutôt un appel pour la paix, un appel pour que la société civile et le gouvernement du Mali et les partenaires du Mali puissent s'activer de plus pour essayer de résoudre cette crise-là. Donc, si on peut, parmi les grands liens, en tout cas,
les mots-clés ou si on veut ce qui a retenu mon attention, c'est pour dire aux gens, pour dire au gouvernement de s'activer pour essayer de résoudre cette crise et dire à la communauté internationale d'aider le peuple malien à retrouver la paix et surtout s'adresser à la société civile aussi de prendre, parce que comme j'ai dit, quand il entend le mouvement, en tout cas les initiateurs du mouvement, il dit, nous on veut que des Maliens puissent aller parler à des Maliens, on veut que les Maliens puissent se rendre compte que si il laisse cette crise entre les mains du gouvernement, entre les mains de la communauté internationale, entre les mains des initiatives privées ou donc il ne faut pas, il faut que les Maliens participent. C'est-à-dire, tous les jours, il faut aller chez ton voisin, parler de paix. Il faut aller dans l'autre région, parler de paix. Et je pense que le mouvement malien tout court ne s'arrêtera pas à Bandiagara. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est que le samedi prochain, ils seront à Gundam. Parce que tout simplement, la semaine dernière, il y a eu une violente manifestation entre la communauté de Gundam. Donc, pour dire que c'est une dynamique qui a été enclenchée, bon, les gens sont en train de suivre un peu ce qui va s'en sortir. À Gundam, peut-être un jour à Kidal. Serge Daniel, vous suivez ces actualités-là depuis une vingtaine d'années. Il y a des mécanismes dédiés à cela. Mais en quoi le fait que des personnalités de la société civile, du monde, de l'entrepreneuriat, de la presse, comment est-ce qu'ils peuvent impacter, influer sur le cours des choses positivement? Je crois que dans les accords précédents, ce qui a manqué, c'est cette dimension. Cette dimension, vous mettez les journalistes, donc forcément, vous allez avoir un suivi. Tu parlais tout à l'heure de suivi, et tu as tout à fait raison, parce qu'il ne faut pas que ce soit une opération seulement pour la photo. Alexis aime bien les photos, et donc on peut poursuivre. Si vous avez des hommes d'affaires, par exemple, qui sont généralement philanthropes, ce sont leurs régions, je sais par exemple qu'il y a des hommes d'affaires qui sont décidés à créer des pôles universitaires ou des écoles là-bas, etc. C'est une bonne chose d'associer tout cela, mais surtout ce qui était frappant, et j'en aurais terminé, c'est d'amener des anciens acteurs d'Exerce rebelles, des gens qui ont subi aussi. Je vous parlais tout à l'heure de ce monsieur, j'ai frissonné en l'écoutant, il dit, moi on a tué mon père, j'ai pardonné. Moi si on tue mon père, je ne vais pas pardonner facilement. Donc je pense que c'était ce qui est la particularité cette fois-ci, c'est qu'il y avait du monde venu d'un peu partout. C'est pas seulement les acteurs, les belligérants qui étaient présents. Voilà, Malien tout court, c'est le nom de ce mouvement ouvert à tous. Vous pouvez nous rejoindre. Les réunions, je crois, c'est tous les mercredis à ACU 2000, les numéros qui vont défiler sur Africable Télévision, qui, avec d'autres médias, d'autres chaînes de télévision, fait partie de ce mouvement-là, ce mouvement citoyen. Principale articulation de ce débat du dimanche, je vous le disais à l'instant, la situation sociopolitique très tendue. C'est vrai que vendredi dernier, il n'y a pas eu de rassemblement à l'appel de l'imam Diko et de shérif de Nioro du Sahel justement, où on a assisté à un ballet politique des leaders qui ont rencontré le shérif. Au même moment, à Koulouba, le président de la République recevait des notabilités. Il y a eu également cette deuxième cérémonie, la présentation du rapport d'étape du comité d'experts pour la révision constitutionnelle. Baba Ahmed, on est toujours dans l'après 5 avril, la marche, la manifestation autour du monument de l'indépendance, et la situation reste toujours très tendue au Mali. Exactement, vous avez trouvé les mots justes. La situation reste très tendue. On ne sait pas dans les jours à venir et dans les semaines à venir qu'est-ce qui va se passer exactement. Il y a des pourparlers, il y a des marches, en tout cas il y a une marche qui a été suspendue pour attendre qu'il y ait des échos face, en tout cas pour les appels qui ont été faits pendant la marche du 5 avril. Et donc, comme vous avez dit, il y a des consultations. Donc, ce qui est sûr, c'est que les religieux, ou si vous voulez, Mahmoud Diko, il a suspendu sa marche parce que tout simplement, les familles fondatrices de Bamako sont venues lui parler pour lui dire de suspendre la marche et d'attendre, de donner en tout cas aux autorités du temps
pour voir comment est-ce que la situation va évoluer. Et moi, je pense que même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses, cette motion de censure qui peut venir de la semaine prochaine, si jamais les choses ne bougent pas, en tout cas, si jamais les lignes ne bougent pas. Donc, on est dans une situation très tendue, très délicate, et il faut suivre de très près. Oui, Alexis Galambri, la semaine dernière, lorsqu'on parlait de cette manifestation en vue, le vendredi dernier, on parlait de bombes à désamorcer. Est-ce que finalement l'intervention des familles, des notabilités de Bamako a été une bonne chose, ou est-ce tout simplement le calme avant la tempête? Non, l'intervention des familles fondatrices a été une bonne chose, parce que sur le plateau, on avait dit tout sauf une marche le vendredi prochain. Et effectivement, au moins, ils ont obtenu qu'il n'y ait pas de marche cette semaine-là. Et si vous avez suivi la rencontre qu'ils ont eue avec le président, Serge n'y était pas. À Koulouba? Oui. Mais on n'était pas invité à Koulouba. Si, il y avait toute la presse. Ah bon? Oui. Donc, dans la salle, ils ont vraiment dit toutes les démarches qu'ils ont menées. Je pense que quelque part, il faut qu'on parle un jour vraiment du rôle de ces familles fondatrices parce qu'ils ont pris à bras tous les dossiers de l'école. Ils ont rencontré les enseignants, ils ont rencontré un peu les politiques. Donc, ils jouent un rôle central. Et ils ont obtenu de l'imam Diko un sursis le temps que les uns et les autres se parlent. Donc, oui, je pense que tout n'est pas perdu. Il est encore possible de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres marches. Makan, le sursis, c'est possible de surfer sur cette vague-là, sur ce semblant d'accalmie, ou la tempête, il faut redouter la tempête juste après. Vous avez dit vous-même, c'est juste qu'un semblant d'accalmie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon grand frère Alexis qui parle du rôle relativement positif des familles fondatrices. Moi, j'ai dit la semaine dernière ici, moi j'aurais souhaité que ces familles, elles agissent en amont. C'est-à-dire il ne fallait pas qu'elles attendent qu'il y ait le 5 avril, qu'il y ait tout ça, qu'il y ait toute cette tension, comme si les familles fondatrices... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays est vraiment sous tension aussi, que ça ne va pratiquement nulle part. L'école, vous avez dit l'école, l'armée... Les gens qui sont dans la rue, les délestages, les gens qui sont vraiment mécontents. Donc moi je crois que c'est ça le rôle vraiment des familles fondatrices, c'est agir en amont, agir avant que les gens ne descendent dans la rue. Maintenant, pour dire que même les rencontres du président, malheureusement avec les religieux, il y a eu des petits couacs parce que tout le monde a entendu l'imam Diko qui se plaignait pour dire que bon, on les a appelés pour les demander de parler. Or, eux, ils s'attendaient à ce que le président les dise quelque chose. Je crois que tout ça, ça rend un peu difficile la médiation et puis ça ne favorise pas la confiance entre les principaux acteurs. Mais moi, je crois qu'on peut toujours continuer à parler, on ne fait que parler. Tant que les gens parlent, il se tenait une réunion cet après-midi apparemment avec le président et les leaders, les familles fondatrices. Espérons que tout ça va donner quelque chose. Mais tant que les gens se parlent, je crois que ça peut donner un truc. Là, si on ne fait pas attention, on va vers une semaine qui risque d'être très très chaude, quoi. Oui, je voulais taquiner Alexis parce qu'Alexis, ça le voyait tout à l'heure, diplomatiquement, il n'a pas voulu aborder la question, mais il est diplomate, hein, c'est normal. La situation est grave. Ce n'est pas tendu seulement, la situation est grave. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que nous sommes suivis par des milliers de personnes, parce que dans 10 ans, on va sortir cette cassette en disant voilà ce qu'Alexis avait dit, voilà ce qu'il avait dit. Donc on a un devoir de vérité. Il y avait une crispation politique après les élections, c'est devenu une crise politique ouverte. Le dialogue est bloqué désormais entre le président de la République et l'opposition. L'opposition a refusé, vous le savez, de se rendre à Koulouba, où tu étais, c'est une bonne chose. Donc crise politique, vous avez une crise sécuritaire. Crise sécuritaire, quelque chose m'a frappé quand je suis allé un peu après les événements de Ogosagou. Vous n'y étiez pas, par exemple. Et il y a une dame qui a dit au président, le président était là, un monsieur qui a dit merci d'être venu, qu'est-ce que vous faites maintenant pour notre sécurité?
C'est grave. C'est-à-dire que le président est venu les rassurer. Après tout ça, on leur donne la parole. Le monsieur dit, monsieur le président, qu'est-ce que vous faites pour notre sécurité? Donc, crise sécuritaire, vous avez une crise scolaire, vous avez désormais une crise sociale également. Il ne faut pas oublier. Les enseignants, j'ai appris que demain, on devrait pouvoir les payer. Ça va peut-être calmer le front social. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Crise scolaire, je l'ai dit. Donc, disons que le tableau est plutôt noir. Et qu'on rentre dans une semaine décisive. Je vais vous dire mon point de vue, parce qu'on va revenir probablement sur les moyens de sortie de ça. Il faut que le président de la République s'adresse au peuple. Ok. D'accord. Baba Ahmed, les notabilités sont parvenues un peu à désamorcer un tout petit peu. Mais est-ce que ce sera pour longtemps, puisqu'on ne sait pas un peu les engagements de part et d'autre? Est-ce que c'est suffisant la pause de cette semaine pour qu'on ne puisse pas embrayer la semaine prochaine sur d'autres rassemblements, justement à l'appel de l'imam Diko, du shérif de Nioro? Vous savez, les familles fondatrices de Bamako, on les appelle très souvent et en général dans des situations très graves. Si vous vous rappelez de la situation, en tout cas de Ante Abana et de ces mouvements-là qui étaient contre le référendum en 2017. Et ce sont les familles fondatrices qui étaient parties à ces mouvements-là pour parler avec eux, pour leur dire de donner du temps au gouvernement. Donc je pense que c'est des familles que les autorités utilisent très souvent pour essayer de gagner du temps et d'essayer de répondre aux différents appels et aux attentes. 2017, ça a permis quand même, n'est-ce pas, ça a donné du temps au gouvernement, au président de faire son discours, si vous vous rappelez, pour dire qu'il suspend les référendums en 2017. Alors, cette fois-ci, ils ont demandé encore l'imam Diko. L'imam Diko a donné le temps. On verra bien, est-ce que la réaction elle sera identique à celle de 2017 ou bien... voilà. Donc, mais à mon avis, la situation, elle est beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus grave que 2017 parce qu'en 2017, il y avait un seul point à discuter. Aujourd'hui, on est dans une équation à plusieurs inconnus et aussi beaucoup de fronts. Ce qui me frappe, si je peux me permettre de dire ça, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, Alexis n'a pas voulu, c'est que c'est la position du parti au pouvoir, le RPM. Vous avez un parti au pouvoir qui est le RPM, qui pour la première fois, officiellement à l'Assemblée nationale, quelqu'un sur un député de la majorité présidentielle du parti présidentiel se lève pour demander le départ du Premier ministre. Mais en direct, parce que c'est retransmis rapidement. La deuxième chose, et ça m'a quand même beaucoup frappé, on a parlé des personnalités au sein du RPM qui le font. On a parlé de M. Diarra-Souba. Je n'ai jamais considéré M. Diarra-Souba comme une grosse cylindrée du RPM. Je ne l'ai jamais considéré. On a parlé du député Karim Keïta qui serait derrière cette motion, qu'on devrait... Il faut vérifier si c'est vrai. Mais ce qui est frappant, l'impression que j'ai, c'est qu'au sein du parti au pouvoir, il y a le RPM, le parti présidentiel. Les choses sont tellement bien coordonnées qu'on a l'expression que la déstabilisation d'abord du gouvernement, du Premier ministre, vient de là. Et là, ça c'est quelque chose qui m'impressionne. D'accord, on va parler de l'aspect politique, mais Makan Kone, je vais juste essayer de vous amener à Nioro du Sahel. Serge Daniel parlait de temps grave. Est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas dire que le ciel, il est encore nuageux et que les lendemains peuvent être vraiment orageux parce qu'il s'est tenu une rencontre à Nioro du Sahel. Le shérif a parlé. Il y a des audios qui lui sont attribués. Il a parlé, il a vraiment trop parlé. Et au-delà de tout ça également, il y a un balai à Nioro du Sahel des hommes politiques, des leaders politiques qui y sont. Est-ce qu'on peut parler de lendemain orageux si on est dans la météo, par exemple? Non, moi je crois que la situation, comme Serge l'a dit, elle est grave, elle est très grave, et puis il faut la considérer comme telle et la traiter comme telle. Pour l'instant, de toutes les doléances que en tout cas les initiateurs du 5 avril ont mis sur la table, on n'a aucune n'est résolue, parce qu'ils demandent le départ du gouvernement, ils demandent du Premier ministre, tout. Pour l'instant, on n'a aucune information officielle qui nous dit, par exemple, que le président, ou en tout cas une de ses demandes a été acceptée par le président. Donc pour le moment,
on peut dire que c'est carrément le blocage. Maintenant, par rapport à Nyoro, c'est vrai qu'il n'y a pas eu qu'une seule rencontre, il y a eu plusieurs rencontres. Et le shérif, il continue à mettre la pression, il continue à haranguer ses foules et tout. Ça, c'est clair. Bon, même si, d'autre part, on peut... Il a rencontré des leaders politiques. Oui, c'est inquiétant. C'est là où j'allais dire. Moi, pour ce qui me concerne, ça, franchement, pour ma part, je déconseille aux leaders politiques aujourd'hui de courir la rue vers Nyoro. Je les déconseille parce que il y a un combat qu'ils sont en train de mener en tant qu'opposition, en tant que leader politique et tout. Pour quelles raisons ils ont besoin du parrainage du shérif de Nyoro? Je me dis, c'est quand même des responsables politiques qui sont là, qui ont des revendications, qui ont des demandes à faire, qui ont des manifestations et tout. Ils ont qu'à s'organiser ici et peut-être si le shérif les soutient, d'accord, mais il ne faut pas se faire parrainer par le shérif de Nyoro parce qu'après, ça peut se retourner contre eux et on va avoir la même chose. En fait, on a sur le front social politique, au niveau de l'ébullition, on a plusieurs fers au feu. Vous avez les enseignants. Bon, pour moi, c'est mineur parce que c'est en train d'être réglé, en ce sens que les leaders religieux, encore une fois, ont été commis par le gouvernement pour les rencontrer et ils ont eu presque un point d'accord. C'était juste, nous ne rentrons pas si on n'est pas payé. Le gouvernement disait, nous vous payons, mais il faut que vous rentrez d'abord. Donc, si c'est dit qu'il rentre demain, peut-être que... Si, de ce que j'apprends, on devrait les payer demain. On a traité leur salaire. Ils étaient juste à ce niveau. Ils disent, on ne rentre pas tant qu'on n'a pas nos salaires. Le gouvernement dit, rentrez et on vous donne. Et les leaders religieux se sont engagés, non, les leaders religieux se sont engagés à être garants en leur disant, rentrez, vous serez payés. Donc, peut-être à ce niveau, on peut déjà avoir une déconnexion. Mais pour moi, vous avez l'imam Diko, à son niveau, c'est assez clair. C'est-à-dire, il veut pour le moment le départ du Premier ministre et de son gouvernement. Pour moi, ce n'est pas la mer à boire encore une fois. Mais ça me semble un peu plus diffus au niveau du shérif, surtout après les audios qu'on lui prête. Et pour moi, à ce niveau, c'est important que les leaders religieux aillent le voir parce que, oui, nous avons créé une situation. Faisons en sorte que ça ne nous échappe pas. Les leaders religieux ne sont pas sortis ex nihilo. Ce sont les fabrications des politiques. Donc, continuons à les tenir en main, continuons à discuter de sorte que, à la limite, il n'aille pas jusqu'à ces menaces. Oui. Kati ne fera plus peur à Bamako. Kati n'a plus fait peur à Bamako. Est-ce que Nyoro, désormais, va faire peur à Bamako? Je pense que Nyoro fait peur à Bamako aujourd'hui. Mais le problème, c'est que Nyoro était la petite Mecque de tous les politiciens maliens, sans exception. Et c'est pour ça qu'il faut relativiser. Ce sont les hommes politiques qui ont été chercher les religieux dans leurs mosquées. Et si vous allez les chercher dans leur mosquée, ils vont vous faire asseoir dans leur mosquée, parce qu'à dans une mosquée, on ne porte pas des chaussures, etc. Donc c'est ça, le couple religieux politique, je dis, ce sont les politiques qui ont tort. J'ai suivi ça il y a plus d'une vingtaine d'années que c'est. Tout le monde voulait aller à Nyoro. Regardez quand même le poids du shérif de Nyoro. Un mois avant la présidentielle, il désigne son candidat, le candidat devient 3e. Dans les conditions que vous savez. Quelqu'un qui n'était pas un homme politique du marigot local. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une force. Je pense qu'on peut résoudre tout ça avec le dialogue. Avec le dialogue. Le shérif, effectivement, j'ai lu, parce que moi je fais très attention, je ne sais pas, je ne parle pas la langue du shérif, donc je n'ai pas pu traduire directement. C'est une transcription d'un porte-parole en français, mais ce sont des propos, là aussi, assez graves qu'il tient. Parce qu'attention, ce qu'il dit, c'est un poids. Comment dirais-je, c'est ce qu'on appelle une fatwa, des décrètes. Donc c'est quand même grave, cela. Ce qui prouve que la crise n'est pas que politique, elle n'est pas que sécuritaire, elle est également sociale. Et que là, le président de la République, comme je le disais tout à l'heure, doit s'adresser à la nation, parce qu'il est le garant de l'unité nationale. D'accord. Baba, Nyoro, c'était pas... la seule destination, cette semaine, les politiques avaient également rendez-vous à Koulouba pour la présentation du projet d'étape du comité d'experts pour la révision constitutionnelle. Certains s'y sont rendus, d'autres pas. Le FSD et le COFOP ne s'y sont pas rendus. Est-ce que vous pensez que c'est également un tournant dans la crise, ce rendez-vous manqué de ces deux fronts politiques important au Mali?
Oui, mais vous avez oublié de dire que la majorité s'y était quand même. Hein. Donc, au moins, il faut... La majorité y était? La majorité présidentielle, oui, est dirigée par son président Bokari Treta. Donc, il faut quand même le dire, même si... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une opposition et puis on a des centristes donc, qui ne se sont pas rendus à Koulouba. Pour la simple raison, en tout cas selon eux, ils disent qu'ils n'étaient pas associés à la démarche depuis le début. Et donc c'est pour cela que... Mais très honnêtement, si l'opposition dans son ensemble n'a pas été associée en tant que structure ou force ou organe, quand même des partis de l'opposition, l'IRD d'ailleurs qui a produit un document, et, en tout cas qui a été donné aux experts qui ont élaboré ce projet de révision de la Constitution, quand même. Donc, il y a des partis de l'opposition et de COFOP que moi je considère comme des centristes qui ont quand même participer d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que c'est plutôt l'enjeu du moment. On est dans une situation qui est tendue et je pense que chacun veut profiter de la situation. Et donc c'est pour cela que l'opposition, en tout cas de mon point de vue, l'opposition n'a pas venu parce que tout simplement ils veulent un peu faire des enchères pour essayer de peser et de continuer en tout cas dans cette peser dans cette situation de ce climat très lourd. Okay. Voilà. Alexis, est-ce qu'on ne peut pas parler de déficit de cohésion, d'harmonie dans la démarche de l'opposition? Il y avait un dialogue politique enclenché par le président de la République qui avait été demandé par l'opposition. Elle pouvait quand même venir à Koulouba et exprimer son opinion. En la matière, chacun a, disons, ses raisons. C'est-à-dire, moi, je me serais rendu pour dire ce que je veux en face, mais pour quelqu'un d'autre, cela veut déjà, cela vaut pour participation ou pour acceptation. Mais pour moi, la commission, c'est une sorte d'angle de vue. La commission, enfin, c'était prévisible qu'il y ait cette posture de la part de certains partis parce que ils ont décrié la composition de la commission déjà et le processus. Mais oui, ce qu'on peut dire à la décharge de la commission, c'est qu'elle était technique. C'était une commission technique et je pense que oui, le débat c'est est-ce qu'il fallait juste des techniciens ou est-ce qu'il fallait associer des politiques. Maintenant, est-ce que avant les conclusions, il fallait des débats ou voilà, tout le débat c'est ceux qui sont partis à Koulouba, moi je pense que c'est une question de stratégie. Ceux qui sont partis à Koulouba avaient une tribune, ils allaient parler. Mais ils ont dit la même chose que l'opposition qui n'est pas partie. C'est-à-dire, ce texte, nous n'allons pas battre campagne pour le faire adopter. Mais le gouvernement a un problème, puisqu'on parle de la réforme, si vous permettez une minute. C'est-à-dire on est persuadé aujourd'hui qu'il n'y aura pas de législative au mois de juin. C'est impossible. Mais ce que le gouvernement voulait faire, c'est qu'avant le 30 juin, fin du mandat, je crois, des députés, c'était de faire voter le nouveau projet de constitution. Parce que si on le faisait adopter, ça allait permettre une chose, c'est-à-dire que dans le nouveau projet, il dit de manière plus ou moins claire que si il n'y avait pas d'élection, les députés pouvaient rester encore jouer aux prolongations. Mais là, c'est pas possible, c'est-à-dire que nous n'aurons plus d'assemblée. Donc l'idée du gouvernement, c'était de dire nous allons faire le référendum en juin, fin juin. Mais si vous voulez faire le référendum au 30 juin, il faut 30 jours avant convoquer le collège électoral. Donc c'est une affaire de 30 mai. Donc le gouvernement jouait serré en disant bon, écoutez, nous allons faire le référendum, poursuivre les négociations ou le dialogue national, mais pas le dialogue national avant le référendum. Mais aujourd'hui, au point où nous en sommes, j'espère que le président de la République va finalement tenir ce discours. On va savoir les intentions, du président de la République. Donc vous avez un blocage sur cette date-là. Nous n'aurons pas de législative au mois de juin au Mali, ça j'en suis sûr. Si vous voyez les délais, c'est pas un degré d'information, mais c'est plutôt une analyse. Il faut un référendum. Mais est-ce qu'on peut faire le référendum dans ces conditions ? Voilà le grand problème. Oui, c'est encore un rendez-vous manqué, Makan Koné, puisque à l'unanimité, que ce soit les partis politiques, les leaders qui s'y sont rendus ou ceux qui ne se sont pas rendus, pensent que le Mali est en guerre et que l'heure n'est pas encore à des réformes.
Absolument. Moi, c'est l'agenda que je n'ai pas bien compris. Parce que vous savez, quand il y a des urgences, c'est-à-dire que tout ce qui est programmé, on fait face aux urgences. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on convoque les partis politiques qui avaient manifesté quelques jours avant, c'est-à-dire dans la foulée du 5 avril, convoquer des gens pour les parler autre chose que cette manifestation, c'est-à-dire de l'avant-projet de constitution. C'était sûr que on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir que certains allaient bouder. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont dans la logique de résoudre les problèmes, d'autres problèmes cruciaux dont ils ont parlé le 5 avril. Quand vous les appelez et que vous les parlez d'autres choses, la réaction naturelle, c'est de dire non, ça ne nous concerne pas. Maintenant, majoritairement, on a vu, même comme Serge l'a dit, même ceux qui sont partis, ils sont partis pour dire, écoutez, on est venu, comme Modibo Sidibé de Phare par exemple, on est venu par respect pour l'institution et tout, mais nos préoccupations ne sont pas prises en compte dans ce projet, donc nous n'allons pas demander à le voter. Bon, maintenant, je crois que ça devient de plus en plus compliqué et ça n'a fait qu'aggraver. Ça greffait une crise à la crise du 5 avril. Oui, une dernière question sur la réforme. Baba Ahmed, Makan disait ça devient compliqué surtout pour le régime, puisqu'on sait qu'il y a certaines institutions internationales, des pays partenaires qui tenaient, entre guillemets, à la tenue, passez-moi, à la tenue de ce référendum. Parce que tout simplement, vous savez, cette situation a beaucoup, en tout cas, l'accord de paix a pris énormément de temps. Donc, le président vient d'être élu et beaucoup d'argent, en tout cas de la communauté internationale, a été injecté. Je vous rappelle que le budget de l'aménagement, c'est $1 milliard. Et donc, c'est de gros moyens qui, à la longue, ne peut pas être injectés chaque fois dans ce genre de mission. Et donc, la communauté internationale a besoin des résultats, a besoin d'aller très rapidement. Aujourd'hui, c'est que, en tout cas, le Mali ou le peuple malien, en tout cas, ce qui montre, n'est pas totalement prêt. N'est-ce pas, à aller à aller aussi rapidement que voulu. Et là aussi que j'ai un peu peur parce qu'on a vu par expérience que tout ce qui est précipité, tout ce qui est en général n'apporte pas que de bonnes choses. Donc pour moi c'est un couteau à double tranchant. C'est bien d'avancer, mais c'est bien d'avancer bien. Oui, après l'échec du projet en 2017, entré à Bana, oui, on peut dire bis repetita. Oui, bis repetita, mais en fait la question, on avait tous les atouts pour faire différemment. Je crois que tout le monde voulait quelque chose d'inclusif. C'était facile de faire inclusif. Et pour moi, ce n'est pas encore trop tard parce que si, au lieu de dire comme si on travaille pour quelqu'un, on prend le temps de démarcher tout le monde, de faire le input au niveau de tout le monde, on pourrait encore sauver la situation. Certes, on ne sera pas dans les délais qu'il s'impose, mais au moins, on va éviter, disons, tout le bruit qu'on a eu autour de ces réformes qui les ont empêchés, alors que déjà, au moins, l'avantage, c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut des réformes. Oui, Magankone, c'est dans ce contexte lourd qu'intervient le débat autour du maintien ou pas du Premier ministre Soumaïlou Bougoye Maïga. On parle même de motion de censure jeudi prochain. On ajoute la crise à la crise. C'est ça, je crois que c'est les approches. En fait, on ne parle pas avec les gens. On essaie de... comme si... de l'autre côté, l'opposition a l'impression qu'on joue avec eux, avec les leaders, je veux dire. Vous avez parlé tout à l'heure de dialogue politique. Tout ça intervient au moment où le dialogue politique est interrompu également. Aujourd'hui, le dialogue politique que le président avait initié, il est fini. Les gens ne se parlent plus. Maintenant, pour ce qui concerne le départ du Premier ministre, il y a quand même quelque chose d'inédit qui s'est passé. Serge en a parlé tout à l'heure. C'est que pour la première fois, l'une des rares fois en tout cas, c'est le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RPM, qui demande publiquement en direct le départ du Premier ministre, une motion de censure. Après, c'est le secrétaire politique du parti aussi qui vient dire, qui parlait du départ du Premier ministre. Donc l'ambiance est tellement lourde, j'avais dit, donc la semaine prochaine, c'est une semaine, vraiment si on ne fait pas attention, en tout cas qui va être extrêmement chaude. Maintenant, on verra tout ce que ça va donner à l'Assemblée. Moi, je pense que la semaine prochaine, ça va être la semaine du Premier ministre, de la semaine la plus importante probablement de sa carrière politique. Est-ce qu'il s'en va ou pas? Moi, je pense dans un premier temps que s'il s'en va, c'est déplacer le problème. On ne résout pas le problème. Mais de l'autre côté, s'il reste, ça ne résout pas de problème. Je vais vous dire une chose que je sais.
Le Premier ministre doit rencontrer ce soir le Président de la République. Je sais ça de très bonnes sources. Pourquoi, je ne le sais pas. Est-ce que c'est pour préparer un discours du Président à la Nation? Et on peut deviner que c'est pour parler de la crise. C'est pour ça que je dis que la semaine prochaine sera décisive. On fera ce qui va faire. Partira pas. Il appartient au Premier ministre, il appartient au Président de la République de prendre la décision. Ok, oui, Alexis, sur la question. On a senti Ibeka, disons, vraiment attaché à certains de ses premiers ministres. On a vu avec Modibo Keïta comment on a épilogué des mois sur son départ et ça a vraiment pris, disons, des tournures insoupçonnées. Mais on n'a jamais eu une crise ayant atteint un tel paroxysme par rapport, c'est-à-dire tout s'est cristallisé sur la personne du Premier ministre. La conduite politique, de mon point de vue, de sa part, aurait été de prendre les devants. Démissionner? Oui, puisque je constitue le problème, je m'en vais. Pour moi, c'est la première réaction qu'on pourrait avoir. Maintenant, pour la réaction du Président de la République? Oui, non, le Président, moi je présume, vous savez, lui, c'est toujours, on ne me bouscule pas. C'est votre ami, hein? Moi, je ne sais pas. Non, c'est Serge, je le répète souvent. Donc, voilà. je pense que, oui, le Président peut être, disons, embêté soulagé par deux choses. Premièrement, ne pas donner l'impression de céder sous le poids de la pression et de la rue. Et deuxièmement, se voir imposer des agendas par l'extérieur. Mais en tout état de cause, pour moi, ce n'est pas encore une fois la mer à boire. Le plus simple, c'est que le Premier ministre s'en aille et qu'on voit... Qu'il s'en aille oui, et qu'il s'en aille et qu'on voit si avec ça, tous nos problèmes disparaissent. Ok, Baba Ahmed, est-ce qu'on peut parler d'erreur d'appréciation du président de la République, parce qu'il n'est plus en phase avec son parti, sa majorité, le RPM. Il y a une partie du peuple, les religieux, des syndicats. Est-ce qu'on peut parler d'erreur d'appréciation à ce niveau-là? Le président qui n'est plus en phase avec tout ce beau monde-là? Non, je ne pense pas. Le président est un homme politique, extrêmement politique, extrêmement... Donc pour moi... Il y a urgence là. J'arrive. Vous êtes un peu pressé, mais j'arrive. Vous savez, il a choisi son Premier ministre au moment où il fallait le choisir. Et c'était un casting de maître. Et donc, mais c'est clair que le président, pendant 6 ans, il a changé des premiers ministres 4 fois. Et je pense que le 5e, à mon avis, il ne voulait pas vraiment les changer parce qu'il voulait les garder. Mais aujourd'hui, c'est la population et c'est l'opinion nationale qui veut qu'il change. Le président, quand même, à mon avis, il veut... En tout cas, c'est difficile de dicter, n'est-ce pas, la loi ou en tout cas des choses qu'il doit prendre. Mais à mon avis, c'est que aujourd'hui le Premier ministre, tout se cristallise autour de lui. On avait, comme vous avez dit, des religieux. Mais pas que ça. Ne regardez pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Regardez plutôt ce qui a provoqué cette situation. C'est qu'on a aujourd'hui un Premier ministre qui est là depuis une année et quelques, en tout cas. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la situation sécuritaire? Rien ne va. On a aujourd'hui, quand on a des villages où il y a plus de 160 morts, avec des femmes, des enfants brûlés, donc ça, ce sont des situations quand même qui sont très graves, alors qu'il y a un manque de résultats. Le Premier ministre a fait un programme de sécurisation et de développement pour les régions du centre, et qui manque de résultats. Aujourd'hui, il a promis que l'armée sera partout. Il se trouve que même les militaires qu'on a envoyés, ils ne peuvent pas être partout parce qu'ils n'ont pas de base militaire. Donc, quand on va, au moins l'armée, il faut au moins le minimum, c'est de sécuriser là où ils doivent être. Il ne faut pas qu'ils soient attaqués. Ça, c'est un. De deux, si les attaques contre les civils, mais ça n'a fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, et moi, je pense qu'il faut plutôt voir les causes qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation, au lieu de tout simplement parler pour dire, bon, on est dans cette situation, l'air est grave, mais
mais regardez plutôt les manques de résultats, en tout cas de mon point de vue. Est-ce que vous essayez de convaincre le président pour qu'il ait une bonne appréciation de la situation? Vous faites votre analyse. Par contre, je ne vais pas dire au président de faire un discours, ce n'est pas mon rôle. Moi je dis, ce n'est pas mon rôle de dire qu'il fait le discours. Le président doit s'adresser à la nation. Si le président de la République ne s'adresse pas à la nation la semaine prochaine, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça se dit, quand il y a une période de crise, ce n'est pas une question de rôle. Vous prenez les responsabilités, vous témoignez pour l'histoire. Et je termine en disant un mot sur le président. Chez lui, j'étais ni fleur, ni flèche. Il a dit un jour, j'ai mon rythme. Ça veut dire, si vous avez un rythme, c'est que vous avez la musique. Ça peut être du Pavarotti, ça peut être du Salif Keita, ou comme il s'appelle, Kassim Traoré, hier, il a dansé le salsa de Crado Clédou. Donc ça. Mais le problème, c'est entre le rythme et la musique. S'il y a un décalage, ça cause un problème. Et je pense que le président de la République est légèrement en retard sur le rythme qu'il faut adapter. Je ne dirais pas faux pas, je n'oserais pas. Mais je pense qu'il doit un peu jecker. Voilà. On va revenir à vous, Baba. Moi, je pense que le Premier ministre est rentré en tout cas l'actuel Premier ministre est rentré par la grande porte et il risque de sortir par la fenêtre. Oui, Makankone. Ça, c'est pas sympa. Ce déphasage entre le président et sa majorité, dans les hypothèses, on annonce, lorsque la motion venait à passer, on annonce la dissolution du Parlement par le président. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'aujourd'hui le Mali a vraiment besoin de ça? Ça peut être un saut dans l'inconnu, dans l'incertitude. Après ce qui s'est passé en 2012, faut-il aller jusqu'à ce niveau-là? Non, moi je crois qu'on n'a pas du tout besoin d'une crise politique, une nouvelle instabilité. C'est vers ça qu'on se dirige. Le seul aujourd'hui qui a la clé de toute cette affaire, c'est le président de la République. Un point, c'est tout. C'est lui qui peut maintenir le Premier ministre avec ses arguments, mais en argumentant. C'est lui le patron en réalité. Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités. Je sais qu'il le fait suffisamment, il n'a qu'à le faire encore une fois. Et puis nous sortir de cette crise. Même la motion qui arrive, c'est le président de la République qui peut l'empêcher ou pas. C'est quand même ces députés, c'est son parti. Faut-il arriver à ce niveau-là, Alexis? Non. Bon, en fait, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est vrai, Ibeka est le seul maître des horloges. Et je ne vois pas le RPM ruer dans les brancards, à la limite, sans une certaine, un certain niveau de tolérance de sa part. Peut-être parce que, oui, moi, mon avis est que le Premier ministre ne lui facilite pas la tâche et lui, peut-être, a pris des engagements. Mais qu'est-ce que vous avez contre le Premier ministre ce soir? Généralement, vous êtes plus... Non, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai dit, moi, je l'aurais vu... Non, sauf moi. Non, même moi, c'est pas nous. Non, ce lui est très politique. Moi, je l'aurais vu prendre les devants. Donc, je ne le vois pas être la cause d'une crise au Mali. C'est ce que je veux dire. Voilà. C'est plus précis. Okay. Bon, je pense que tu étais seul dans D'accord. Serge, faut-il aller à ce niveau-là? Motion, je dissolution? pense que ça va on va voir clair. Il y a deux choses. Vous savez, là, j'ai vu sur un site que la majorité prévoit une marche le samedi. Les religieux, des associations religieuses prévoient envisagent de marcher vendredi. Vendredi, samedi. Je pense qu'avant là, probablement, les choses vont se décanter. J'espère que les choses vont se décanter. Mais même si les choses se décantaient, il faut savoir une chose. Est-ce que nous pourrons tenir le référendum le 30 juin? Donc, forcément, il faut aller vers le dialogue. Okay. Forcément, il faut aller vers le dialogue. Mais aller vers le dialogue, encore, je le répète une fois, c'est une question de rythme et de musique. D'accord. Voilà. Justement, ce sera le thème de notre émission politique, le débat de ce soir. Est-ce qu'elle est fondée, cette proposition de motion de censure de la part du RPM? Est-ce qu'elle est fondée? À quoi faut-il s'attendre lorsqu'elle passerait? Également en cas de dissolution de l'Assemblée nationale qui prévoit la Constitution. Ce sont des questions que nos invités répondront. Mamadi Sissoko, constitutionnaliste. Aboubacar Sidiki Diakité, constitutionnaliste. Sekou Niamé Bachili du
RPM, et également Omar Koné du parti BRDM, politique à 21h avec Robert Dissa sur Africable. Quant à nous, on vous retrouve Inch'Allah dimanche prochain. Nos invités étaient Makan Koné, directeur de publication de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Baba Ahmed, directeur de publication de Nord-Sud Journal, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, Inch'Allah.